Alors, je suis Vincent Lovy, j'ai 46 ans, je suis professeur des universités en sciences de l'information et de la communication et depuis 2013 directeur de l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel qui est une école rattachée à l'Université de Lorraine. Une information, c'est un fait, un événement qui doit être porté à la connaissance du public et qui fait l'objet d'une diffusion afin que chacun puisse en prendre connaissance. Alors, la mission des médias repose sur l'idée que l'information est un bien public, c'est-à-dire que l'information c'est quelque chose non seulement auquel on doit avoir accès, mais que les journalistes doivent pouvoir diffuser. Donc ce qui fait des médias des contre-pouvoirs depuis le siècle des Lumières, c'est-à-dire que le pluralisme, l'indépendance et la diversité des opinions doit être garantie dans une société démocratique par une presse libre. La neutralité, c'est un concept difficile à définir, mais évidemment l'opinion, l'impact des informations dans une société marchande, dans une société où les médias sont parfois détenus par des industries, parfois même des groupes d'armement, etc. Ce sont des problèmes évidemment qui se posent à chacun. Dans la corporation des journalistes, ce sont des repères très importants, c'est-à-dire que quel que soit le détenteur d'un organe d'information, la neutralité, l'impartialité et une certaine forme d'indépendance doit être garantie, sinon on tombe dans une presse qui n'est pas libre, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays aujourd'hui. Je pense à la Russie, je pense à la Turquie, je pense naturellement à la Chine ou à l'Iran, c'est-à-dire des pays où la liberté de la presse n'est pas garantie parce que les organes de presse sont détenus soit par le pouvoir, soit par les amis du pouvoir. En particulier, par exemple, il y a eu une polémique récente sur le rôle des agences de presse russes dans le contexte des élections américaines et françaises. Ça, ce ne sont pas des organes de presse, ce sont des organes de propagande. L'information, elle part du travail d'enquête, d'investigation et de synthèse effectuée au quotidien par les journalistes dans le cadre de leur mission, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux mettent en péril ce modèle et c'est naturellement pour tous les journalistes un sujet de préoccupation. On ne peut pas vérifier le bien fondé d'une information au-delà de la confiance qu'on accorde à l'organe de presse qu'on consulte. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder, l'immense majorité des gens qui regardent, qui tirent leurs informations de Facebook par exemple, considèrent que Facebook assure de façon certaine la véracité de ce qui est diffusé. Alors que les gens qui utilisent comme principal moyen d'information des journaux institués avec une déontologie, avec une reconnaissance publique et une histoire et une tradition d'information neutre et indépendante, ceux-là auront les mêmes critères par rapport à leur organe d'information. Donc c'est une question d'éducation sociale, de niveau socio-professionnel aussi naturellement et de libre arbitre, c'est-à-dire la question importante quand on utilise l'information, et comme je l'ai dit, c'est le cadre même de la démocratie qui est important dans ce contexte, c'est qu'on doit exercer son libre arbitre et donc faire confiance à l'organe d'information qu'on consulte et être en capacité de le choisir. Tout vient naturellement, tous les problèmes viennent aujourd'hui des réseaux sociaux puisque des tas de gens passent, notamment à travers Facebook, dans des chaînes d'information parallèles qui n'obéissent à aucune déontologie,
qui n'obéissent à aucune vérification, à aucune neutralité et qui confortent les gens dans leurs propres opinions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluralisme sur Facebook, il y a un pluralisme apparent, mais comme on est sur un couloir qui est le couloir qu'on se crée soi-même en choisissant des amis, des pages, etc., et que les algorithmes vont nous mettre dans ce couloir et nous propulser toujours dans la même direction, ça peut aboutir à des catastrophes démocratiques. C'est un peu ce qu'on a observé aux États-Unis en 2016. La déontologie, c'est la capacité qu'a un journaliste de résister à toute pression, à toute tentation qui relèverait de sa propre opinion, de résister à toute forme de trucage ou à toute forme de déformation des faits. Et ça, c'est quelque chose qui définit de façon très concrète, de façon très directe, ce qu'est un journaliste par rapport à quelqu'un qui n'est pas un journaliste. C'est-à-dire que si on ressent la même chose un peu en tant qu'universitaire, c'est-à-dire qu'on est investi d'une mission de service public. Et donc on a des censures très fortes ou des limites très fortes qui font qu'on est, à cause de notre formation et à cause de nos convictions dans notre rôle par rapport à l'élévation de la société ou au perfectionnement de la société, on a des censures très fortes qui font qu'on ne tombe jamais dans des tentations soit d'opinion, soit de trucage, soit de déformation des faits. Et c'est effectivement ce que des écoles de journalistes apprennent très bien, c'est donc la déontologie. Le concept de la post-vérité date du début de l'année 2017. Quand la conseillère à la communication de Donald Trump a brandi comme ultime argument en faveur du fait qu'il y avait eu plus de public pour l'inauguration, c'est-à-dire le jour de la proclamation du début du mandat de Donald Trump par rapport à l'inauguration d'Obama, elle a dit, puisque c'était très contesté, cette assertion et qui était très présente dans les médias pro-Trump, qu'il y avait eu beaucoup plus de monde que pour Obama, elle a dit ce sont des faits alternatifs. C'est-à-dire que face à la réalité, on peut proposer des faits alternatifs qui effectivement par les réseaux sociaux vont être considérés, compte tenu du fait qu'il n'y a pas une véritable déontologie et une véritable vérification des informations qui sont postées sur Facebook en particulier, eh bien, il va y avoir une forme de véracité attribuée à des faits qui en réalité ne relèvent que de la propagande. Donc la post-vérité ou ce qu'on appelle les fake news sont des informations qui sont utilisées à des moments stratégiques par des groupes de pression, par des groupes de propagande qui la plupart du temps appartiennent à l'extrême droite, que ce soit en Russie, en France ou en Amérique. On l'a vu à la fin du débat de la présidentielle en France, mi-mai ou début mai 2017, quand Marine Le Pen a dit peut-être que vous avez un compte caché aux Bahamas, etc. Immédiatement sur les réseaux sociaux, il y a eu des répercussions et naturellement ça n'a pas pris puisque nous on a une culture de l'information qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus rigide que dans le monde anglo-saxon où depuis 30 ans, 40 ans, ils ont tous été très très affaiblis par l'idéologie de groupes de presse comme ceux de Rupert Murdoch, c'est-à-dire d'une presse qui est délibérément frauduleuse. Le sens de l'information, c'est quelque chose qui relève d'une pratique quotidienne, c'est-à-dire écouter la radio, lire les journaux et pas seulement regarder Facebook. Et donc ça relève d'une éducation. Voilà. Et donc ça dépend beaucoup du milieu socioculturel duquel on est issu. Le fait de lire un journal quotidiennement ou d'avoir accès comme ça à des organes d'information qui peuvent être divers mais qui appartiennent tous vraiment au cercle des médias sérieux, voilà, c'est déjà un accès à la citoyenneté. C'est-à-dire que quand on fait ça à l'adolescence ou à l'âge adulte, ça veut dire qu'on devient citoyen, c'est-à-dire qu'on s'engage rien qu'en ayant une pratique quotidienne d'une information sérieuse. Alors qu'effectivement, il y a des gens qui ne
consultent aucun journal ou qui regardent la télé mais seulement les informations très orientées ou très rapides, voilà. Et là, c'est des gens du coup qui ont un rôle dans la société qui est moins ambitieux et moins, voilà, moins engagé. Être citoyen, c'est considérer que on doit contribuer par ses actions et par ses actes au quotidien au perfectionnement de la société et aller toujours dans le sens d'une société plus harmonieuse et où chacun a sa chance et pas, par exemple, pas être délibérément sexiste ou être délibérément raciste ou publiquement critiquer les autres, etc. Parce que ça, c'est faire preuve d'un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit citoyen, mais qui relève d'une bigoterie ou d'une bêtise qui ont toujours été les ennemis d'une société libre. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, c'est-à-dire que du coup les jeunes générations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui 17 ans par exemple, comme ma fille aînée, sont des gens qui ont énormément plus de connaissances que nous à leur âge, hein. Et même par rapport à ma fille aînée, ma plus jeune fille a encore beaucoup plus que sa grande sœur au même âge, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique exponentielle de l'accès à l'information. Le problème après, c'est comment traiter ça et pour arriver justement à une conscience de citoyen. Donc le problème dans un cadre de surcharge ou d'obésité de l'information, hein, qui est clairement aujourd'hui posé notamment par l'usage des réseaux sociaux où défilent en permanence des tas d'informations où on n'arrive plus du tout à démêler le vrai du faux, où on est sans cesse perturbé par des changements d'échelle entre telle information et telle autre, où on met sur le même plan des choses qui n'ont aucun rapport, évidemment ça pose question par rapport au libre arbitre de la génération à venir, qui n'a pas forcément les outils face à ce déferlement d'informations que nous avions à une époque où on pouvait hiérarchiser, prioriser, etc. parce qu'on avait un accès très limité à l'information, en tout cas par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On peut cultiver son libre arbitre de deux façons, en fait, en étant soi-même un citoyen libre et indépendant et tolérant, en consultant des organes d'information qui sont variés et en étant capable de ne pas se mettre en colère. Et en même temps en ayant un projet de vie qui permet de redonner à la société ce qu'elle nous a fourni à un moment donné et donc soit effectivement en ayant en tant qu'artiste ou scientifique ou en tant que journaliste ou voilà, en produisant soi-même quelque chose qui contribue à l'harmonie sociale. Voilà, en ne mettant pas forcément l'argent et le profit au premier plan.